à tous et bienvenue dans Curieux de Nature. Nous partons aujourd'hui à la découverte des forêts anciennes, ces forêts de feuillus qui sont restées en leur état naturel depuis au moins 250 ans et où une biodiversité unique et précieuse a pu se développer particulièrement dans le sol. Vous êtes curieux de découvrir ça avec nous? C'est parti! Bonjour Marc Dufresne, qu'est-ce qu'on entend en fait par forêt ancienne? Alors ce sont des forêts qui ont colonisé l'espace et le territoire européen depuis la fin des glaciations, il y a 6, 7, 8 000 ans, et qui ont toujours eu une occupation forestière. Ça veut dire qu'il n'y a pas de gestion alors des forêts sur ces territoires-là? Alors ce ne sont pas des forêts protégées, ce ne sont pas des forêts primaires, elles ont été très souvent très largement exploitées, mais il n'y a pas eu d'usage agricole. Des sols, on ne les a pas labourés, on n'a pas apporté de nutriments qui auraient modifié de manière importante la composition chimique des sols. Ce sont des sols qui sont restés avec un usage forestier qu'on suppose permanent depuis la fin des glaciations. Avec essentiellement des arbres considérés comme des feuillus aussi sur ces territoires. Voilà, ce sont a priori des essences indigènes qui occupent ces forêts. Ici en Wallonie, en province de Luxembourg, ce sont des hêtres, des charmes, des chênes qui l'occupent de manière importante. Dans d'autres régions, comme dans les montagnes, on peut aussi avoir des résineux qui sont indigènes dans ces situations-là. Et en Wallonie, est-ce qu'il reste beaucoup de forêts anciennes? Alors sur les 460 000 hectares qui ont été cartographiés par le comte Ferraris il y a 250 ans, il en reste 160 000 hectares. Un tiers a disparu avec l'enraisinement, la plantation d'épicéas, et un tiers a disparu avec les usages agricoles. Ça veut dire que ça fait quelle proportion? Il en reste 40%. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, ça aurait pu être plus pour un écologue. Et c'est pour ça qu'elles sont vraiment importantes, parce que c'est un capital, s'il disparaît à jamais. Pour protéger et répertorier ce capital précieux que sont les forêts anciennes, un énorme travail de cartographie a été réalisé par le DEMNA sur base des cartes de Ferraris qui permettent d'établir l'utilisation des sols au XVIIIe siècle. Il révèle que la plupart des forêts anciennes se situent aujourd'hui là où se trouvaient d'anciennes charbonnières. Carte à la main, Thierry Kervin est à la recherche d'aires de faulde, autrement dit, de zones où l'on produisait il y a 2 siècles de cela du charbon. Chaque cercle rouge correspond au pointage de ces terrassements, donc qu'on appelle des aires de fault. Et on se rend compte que dans cette région-ci, en forêt d'Anlier, eh bien, on peut avoir ces aires de fault à peu près tous les 80-100 mètres à travers toute la forêt. Ici, on est un peu trop sur la pente, on va aller un petit peu plus sur le dessus d'après le lidar, on va les retrouver par là-bas. Yep. Ces aires ont été identifiées grâce à des données LIDAR et si elles ont été répertoriées, c'est parce qu'elles sont indicatrices de forêts anciennes. Là où il y a des aires de faulde, la couverture forestière est restée ininterrompue depuis 1850 et pour les repérer, certains signes ne trompent pas. On pense avoir trouvé ici une aire de fault. La meilleure façon de vérifier, c'est de prendre une pelle et de voir si la teneur en carbone du sol y est effectivement plus élevée qu'à côté. Donc ça c'est tout simple, on va sortir une petite pelle. En dessous de la couche de feuilles et de la litière du sol, on peut regarder un petit peu ce qu'on a dans le sol. On voit déjà qu'il est assez noir. Et donc ça c'est déjà un bon indice d'une activité de production de charbon de bois à cet endroit. Et avec un peu de chance, on peut trouver encore des petits morceaux de charbon de bois. Comme ici, je pense qu'en avoir un, on va vérifier en le cassant. C'est bien ça, c'est du charbon de bois qui se brise, c'est pas un caillou.
Donc ici on a la démonstration que le sol forestier aux abords de l'aire de Fauldes a vraiment une couleur brune tout à fait normale pour les sols forestiers. Et si on la compare à la couleur du sol au niveau de l'aire de Fauldes, on voit que ce sol est vraiment très fortement enrichi en carbone, hein, comme des mines de crayon, c'est tout noir. Et donc là, pas de doute, on est bien sur une aire de Fauldes. Et donc on est vraiment bien sur une aire de Fauldes, oui. C'était pas un simple feu, c'est un endroit où, durant des siècles, les charbonniers sont venus produire des meules de charbon de bois qui, après quelques jours, donnaient ce charbon de bois qui était super précieux. Donc c'était vraiment le combustible avec un haut pouvoir calorifique qui était nécessaire pour les forges et les fourneaux ici dans la région. On passe ici, on arrive sur le remblai, et voilà, comme ça on voit plus ou moins la forme de cette plateforme de 8 à 10 mètres de diamètre. Durant des siècles, la forêt a été exploitée au profit des forges et malgré tout, c'est ici qu'elle est la mieux conservée. On est dans une situation paradoxale où une activité humaine assez intensive en forêt a permis la conservation de ces forêts, surtout grâce au fait qu'on n'endommageait pas la forêt, les sols n'étaient pas endommagés et donc la forêt gardait sa capacité de production. En tout cas dans ces endroits-ci, à d'autres endroits la production a pu être tellement intensive que la forêt a quand même disparu. Sans cette activité humaine, ces superficies ici auraient été moins préservées du côté forestier et auraient probablement été dévoyées entre guillemets vers l'agriculture qui était l'autre grande activité économique dans nos régions. On est vraiment ici dans un exemple où l'activité humaine a pu se combiner de façon intelligente avec la biodiversité et c'est à nous de comprendre qu'on peut continuer à avoir une utilisation tout à fait raisonnée de la forêt, voire même de la protéger à beaucoup d'endroits pour maintenir cette diversité biologique qui la caractérise, qui la compose et qui la font fonctionner de façon optimale. Là, on a une petite mouchette. Ouais. Puis les conditions météo, c'est quand même pas très riche. Hein. En tout cas, c'est pas actif. Ce qui est surtout important, c'est le potentiel de biodiversité qui se développe dans ces forêts anciennes. Tout à fait, parce qu'on a un humus très particulier qui a priori est très riche en nutriments, en carbone et qui a une bonne humidité. Alors il est très riche parce qu'il a pu se construire pendant des siècles et il est composé, donc vivent dans ce sol des myriades d'insectes, des millions, voire des milliards d'organismes vivants sur 1 mètre carré, sont présents pour participer au processus de dégradation et au fonctionnement du sol. Qu'on ne retrouve pas dans des forêts plus récentes alors ? Alors les forêts plus récentes, ça dépend de leur histoire évidemment, mais quand on est parti d'un sol agricole, même si on a laissé la forêt pousser ou qu'on a planté, qu'on est intervenu, bien on a perdu tous ces cortèges d'espèces et on peut parler vraiment de milliers d'espèces qui ne sont plus présentes dans les sols agricoles devenus forestiers. Et donc ce qui nous intéresse dans le sol, c'est des petites plantes à bulbes par exemple qui n'ont pas une grosse capacité de migration et c'est ce genre de plantes en fait qu'on va retrouver et qui nous intéressent dans les forêts anciennes. Alors, en termes de flore, effectivement, on a aussi une flore tout à fait particulière associée à ces espèces, comme vous le dites très bien, à bulbes, qui ont une très faible potentiel de dispersion et qui vont coloniser ce type de forêt
pas ici en Ardennes, c'est plutôt dans les forêts un peu plus riches qu'on va voir les différences, comme par exemple l'ail des ours, la jonquille, la jacinthe, le méanthème. Il y a plein d'espèces en fait qui sont typiques de ces forêts anciennes qu'on va trouver de manière extrêmement rare ou épisodique dans des forêts plus récentes. Donc on en retrouve ailleurs, mais ici elles seront peut-être aussi beaucoup plus denses. Plus denses, on va en retrouver beaucoup plus alors. Au niveau de tout ce qui est insectes qui grouillent dans le sol, qu'est-ce qu'on va retrouver particulièrement? On va retrouver donc des coléoptères qui sont des insectes qui vont jouer un rôle important. Ce seront des insectes qui vont dégrader en premier niveau la matière organique, les feuilles, ils vont les fragmenter en petits morceaux. Et puis ils vont se suivre toute une série de cortèges d'espèces qui vont dégrader la matière organique en morceaux de plus en plus petits jusqu'à la molécule. Vous parlez de la dégradation de la matière, c'est pour ça aussi qu'on retrouve pas mal d'arbres morts? Ici, on a effectivement beaucoup d'arbres morts. C'est lié à l'histoire de la parcelle plus au fait que la forêt soit ancienne. Mais ces arbres morts vont se dégrader de manière beaucoup plus rapide dans une forêt ancienne que dans une forêt récente. Ils vont contribuer de manière beaucoup plus intéressante à la fertilité que dans une forêt récente. D'où l'intérêt de les garder et de ne pas les débiter, les exploiter alors ces arbres morts. Voilà, on a vraiment besoin en forêt d'avoir la présence d'arbres morts et en forêt ancienne on dispose de pas mal d'espèces qui vont permettre de les dégrader rapidement et qui vont participer aussi, qui vont servir d'habitat pour ces espèces-là et leur permettre de se développer. Voici un bel arbre qui est en train de mourir avec une belle fente importante qu'on appelle un dendromicrohabitat dans lequel vont se développer toute une faune particulière. Et un peu plus haut, si on regarde, on voit qu'il y a des champignons, sans doute l'endroit où l'arbre va se casser lorsqu'il y aura un coup de vent un peu important. Il va tomber au sol, il va se dégrader, il va mettre 10, 20, 30 ans à se dégrader. Et dans les forêts anciennes, on a vraiment un cortège d'espèces très intéressants qui vont pouvoir le dégrader de manière optimale. Et donc en tombant, il va se dégrader et c'est là que ça va apporter de la qualité au sol en fait et à la litière. Tout à fait. Ça va améliorer la productivité du sol. On aura beaucoup plus de nutriments, de carbone, d'eau aussi, qui vont se mobiliser, être stockés sur place et qui vont permettre à d'autres essences ou à d'autres êtres, puisqu'il s'agit d'un être, de reprendre sa place en forêt. Et en attendant, ces cavités, elles vont permettre à des chauves-souris, à des pics ou d'autres oiseaux de trouver des abris. Des insectes et saproxyliques qui vont se développer dans cet habitat tout à fait particulier qui est relativement rare dans les forêts de production. D'où l'intérêt de ces arbres morts tout à fait. Dans cet environnement. Et les arbres d'intérêt biologique, comme on les appelle. Entre Ouellin et Daverdis s'étend une forêt subnaturelle remarquable. C'est une des rares forêts anciennes qui est d'ailleurs protégée. Une promenade traverse cette forêt, suivant le guide au départ de la passerelle Maria. Nous avons fait une promenade avec la thématique spécifique de la forêt subnaturelle. Donc c'est un parcours qui est balisé de cette manière-là. Il fait 4 km. On va aller découvrir ça? Oui. Donc ce sont des forêts dont on est certain que leur existence a au moins objectivement plus de 250 ans. On voit par exemple que des éléments comme les rochers ici ont un intérêt au niveau de l'herpétologie, donc de tout ce qui pourrait être lézards, serpents, grenouilles. Chaque espèce a son habitat. Certains ont besoin de zones humides, d'autres d'éléments plus secs, des éléments rocheux. Et ici, sur la même parcelle, on retrouve la conjugaison des deux. Donc nous avons ici l'ensemble de la Wallonie. Les parties qui sont en vert foncé représentent les endroits où il reste des grands massifs de forêt subnaturelle. On voit que venant de Bruxelles, c'est le premier grand massif. On voit qu'il y a ici un deuxième grand massif qui est aux alentours des Épious, tout ce qui est la forêt d'Anlier, un peu plus bas aussi. On voit qu'entre les deux, il y a toute une bande qui correspond au plateau ardennais qu'on a entièrement reconverti en résineux et des parties qui sont restées naturelles sont devenues très rares, quoi.
60% ont disparu. Ces forêts sont vulnérables quand elles ne sont pas protégées. Oui, c'est ça, parce que ce n'est pas encore inscrit dans la loi, mais celle-ci, elle est protégée. Donc celle-ci, elle est protégée par la zone Natura 2000, mais aussi toute une partie est classée en réserve intégrale, donc pas du tout exploitée. Aucun arbre ici n'a fait l'objet d'une plantation. C'est une forêt qui se régénère par ce qu'on appelle la régénération naturelle. Et donc l'intérêt de ce type de forêt, c'est que c'est une forêt étagée. Et donc quand, entre guillemets, un plus vieil arbre vient à disparaître, il fait une trouée de lumière et permet le développement d'un arbre plus jeune. Donc il y a toutes les gradations d'âge que dans une forêt artificielle, nous n'avons pas. Forêt artificielle, tout est planté en même temps, tout est coupé, entre guillemets, en même temps. Et après ça, on n'a plus qu'à faire une chose, c'est replanter. Quand vous avez comme ça une plage entière de jonquilles, ça prouve qu'il n'y a jamais eu d'intervention humaine. Si des machines étaient passées ou qu'on avait planté ou qu'on aurait, entre guillemets, molesté le sol, il n'y aurait pas un tapis continu comme ça. Et donc on laisse les bois morts au sol parce qu'on s'aperçoit qu'il y a toutes sortes de, entre guillemets, prédateurs qui s'installent et qui permettent de réguler des éventuelles maladies. Globalement, dans une forêt comme ça, une forêt ancienne, nous n'avons pas de dépérissement. Donc ici, on voit qu'il y a des fragments d'écorce qui ont volé dans tous les sens. C'est le travail du plus grand des pics que nous avons en Wallonie. C'est le pic noir qui est venu créer une première entrée qui permet à d'autres d'aller beaucoup plus loin. Je dis toujours, c'est fou la vie qu'il y a dans un arbre mort. Marc, en forêt ancienne, comment est-ce qu'on concilie alors l'exploitation forestière, qui est quand même une ressource économique importante dans notre région, et le fait de respecter cette nature? Alors, l'enjeu pour les forêts anciennes, c'est qu'on ne perturbe pas le sol. Donc ça n'interdit pas du tout l'exploitation forestière. Elle doit pouvoir continuer si on a réservé certaines zones du territoire pour la nature. Sur le reste du territoire, sur 90-95%, on peut continuer à produire, mais on doit produire de manière prudente. Notamment en veillant à ne pas perturber le sol, avoir des pratiques qui sont le moins dérangeantes pour le sol. C'est-à-dire avec des machines qui ne vont pas trop écraser le sol alors, ou passer plutôt toujours aux mêmes endroits pour sacrifier un endroit et puis préserver d'autres endroits? Voilà, on travaille avec cette logique de cloisonnement où on va essayer de privilégier les passages de machines sur certains endroits et maximiser les zones de sol qui ne sont pas trop perturbées. On évitera de faire des coupes à blanc. Ici, quand on est sur des résineux, par exemple des peuplements résineux sur sol ancien, on évitera de travailler la litière, de la perturber, de la broyer, de la gyrobroyer pour ne pas perturber la faune et la flore qui est typique de ce type de milieu. C'est quoi le problème en fait concrètement de ces mises à blanc tout d'un coup? Les mises à blanc ont différents types d'impact sur le sol. Il y a d'abord la mise en lumière qui va permettre à tout le carbone qui est dans la litière de s'oxyder et de faire du CO2 qui va pouvoir se disperser dans l'atmosphère. Donc on va perdre beaucoup de matière organique. Et ensuite, on risque d'avoir aussi un lessivage de tous les nutriments qui sont en surface de la litière qui vont rentrer dans le sol et disparaître. On peut aussi avoir l'érosion, donc beaucoup moins de sol vivant qui va permettre une érosion beaucoup plus facile. On a compris l'importance de ces forêts anciennes pour la biodiversité, pour la qualité du sol. Alors comment expliquer qu'il n'y a pas de protection en fait, de ces zones? Alors c'est lors de la dernière législature que pour la première fois on a identifié un objectif de protéger les forêts anciennes. Ça a un peu fait
fait peur à la filière bois en disant on va faire des réserves naturelles sur 160 000 hectares. Ce n'était pas du tout le cas. C'est juste promouvoir un certain nombre de techniques beaucoup plus favorables au maintien de la qualité du sol. Mais pour l'instant, il n'y a encore pas de mesures spécifiques identifiées. Et vous pensiez que ce serait nécessaire ? Ce serait vraiment nécessaire de les protéger à long terme, d'autant plus que toutes les mesures qui sont proposées améliorent la résilience de la forêt et la préparent pour résister aux changements climatiques futurs notamment. Ça veut dire alors que s'il n'y a pas une sensibilité de l'exploitant forestier, qu'il soit public ou privé pour ces forêts anciennes, il n'y a rien qui oblige d'y faire forcément attention? Pour l'instant non, mais on espère que ce sera un peu clarifié. Les cartes sont disponibles sur Wallenmap où chaque propriétaire peut vérifier s'il est a priori dans une logique de forêt ancienne ou pas, pour en tenir compte, et on espère que c'est dans leur intérêt, dans l'intérêt de leur patrimoine, de le faire. Oui, parce que si le sol est respecté, ça va permettre aussi une meilleure production de bois à terme, et donc c'est a priori un cercle vertueux. La fertilité, la productivité du sol est beaucoup plus garantie, et si en plus on joue sur des arbres morts qui vont renouveler l'accès aux nutriments et le stockage de carbone, on a une forêt qui est prête à continuer à produire sur le long terme. Je vous propose à présent de retrouver Stéphane Delogne pour sa chronique. Il nous parle des bonnes pratiques que les photographes animaliers doivent suivre, tant pour respecter la nature qu'ils photographient que les règles en vigueur. Bonjour à tous les curieux de nature. Il y a actuellement un grand mouvement de reconnexion au vivant pour témoigner des beautés de la faune et de la flore qui nous entourent. Comme les moyens photographiques se sont démocratisés et que les réseaux sociaux nous permettent de partager toutes nos expériences, nous sommes nombreux à devenir photographes animaliers amateurs. Mais de la même manière qu'il y a le bon chasseur d'images ou le mauvais chasseur d'images, eh bien il y a des règles à connaître et à respecter. On vous en dit plus pour devenir un bon chasseur d'images. Avant de vous lancer dans la photo animalière, il y a des règles légales à connaître et respecter. Pour vos affûts ou vos approches avec votre appareil photo, sur le domaine public, vous ne pouvez pas vous écarter des voies et chemins sans autorisation. Sur le domaine privé, là aussi, toujours une autorisation du propriétaire. Enfin, il existe maintenant un tas de petits pièges photographiques très spécifiques. Là, pour ceux-ci, toujours une autorisation car ils peuvent être attentatoires à la vie privée. Menée sans considération, la photo animalière est une pratique à risque pour les animaux. Aussi, certaines actions sont totalement à proscrire. Ne poursuivez jamais les animaux que vous entendez prendre en photo ou en vidéo. Ne vous rendez jamais directement dans les nids ou les terriers pour avoir les jeunes en photo. Avancez toujours dans la direction opposée au vent. Ce genre de petits accessoires au talc permet de vérifier le sens du vent et donc ne pas se faire sentir par les animaux pour ne pas les effrayer. Évitez toujours de nourrir les animaux que vous voulez prendre en photo, cela perturbe leur comportement naturel et nuit à la bonne cohabitation animal sauvage, être humain. Ne manipulez jamais les animaux pour avoir des positions aberrantes et avoir des photos qui font le buzz sur les réseaux. La photo se fait au naturel. Enfin, évitez ce qu'on appelle la repasse, la diffusion du chant ou du cri de l'animal pour attirer celui-ci, car cela nuit à sa reproduction et cela peut modifier complètement ses réserves énergétiques et menacer sa survie. Nous arrivons ici sur un exemple de bonne pratique de la photo animalière. Le photographe est ici sur un terrain privé, il a l'accord du propriétaire, il a repéré des jours à l'avance les habitudes des animaux et il est venu se mettre au poste des heures avant la sortie de ceux-ci pour ne pas les déranger. Il porte une tenue de camouflage, il est venu en opposition par rapport au vent et même son appareil photo, ici un réflexe, est muni d'une housse anti-bruit. Il existe même des appareils photo hybrides qui ne font plus de bruit du tout pour ne pas déranger le gibier ou les animaux photographiés. Il va pouvoir réaliser ici de merveilleux clichés, témoigner des beautés de la nature. Alors vous aussi, faites de la photo, enchantez-nous et surtout agissez pour la nature. Est-ce qu'à l'heure du changement climatique, ces forêts anciennes, elles sont plus robustes, plus résilientes ?
Alors on les suppose, on les connaît mal en fait, donc ça vaudrait la peine de les étudier, mais on suppose effectivement qu'avec la diversité biologique qui les caractérise, qui sont présentes dans ces milieux, on suppose que c'est une assurance pour le futur et que de nombreuses espèces peuvent ainsi jouer chacune leur rôle pour permettre aux arbres de mieux résister au changement climatique. Et aux crises sanitaires ou Exactement. à ce genre on a des prédateurs, une forte diversité de prédateurs par exemple qui peuvent contrôler des espèces ravageuses pour éviter des problèmes pour le futur. Merci beaucoup Marc Dufresne, De rien, c'était passionnant. plaisir. On se quitte avec vos photos que vous continuez de nous partager sur notre groupe Facebook TV Luxe Côté Nature. À très bientôt.